Avez-vous déjà eu l'impression d'être le personnage de fond de votre propre histoire familiale? Comme si votre rôle était préécrit, non pas en tant que star, mais en tant que second rôle toujours fiable? Je connais ce sentiment mieux que quiconque. Et j'ai finalement trouvé la réponse à une question que je ne savais même pas que je posais. Que se passe-t-il lorsque la personne dont tout le monde dépend se choisit soudainement? Je m'appelle Elisabeth. Je suis née dans ce qui semblait être une famille de banlieue ordinaire, 2 parents, 2 filles et une maison remplie de l'odeur des crêpes du week-end et des bavardages de la vie quotidienne. Mais sous cette chaleur familière se trouvait une dynamique qui a façonné chaque centimètre carré de mon existence. Ma sœur aînée, Kate, était l'enfant en or, le soleil autour duquel tournait notre famille. Ses réalisations, ses rêves, son avenir, tels étaient les piliers de notre foyer. J'étais tout le reste. L'assistant, celui qui a compris, qui s'est adapté, qui s'est mis à l'écart. Cela a commencé modestement, comme ces choses-là le font souvent. Quand j'avais 10 ans, j'ai vu mes parents recongeler les restes de gâteau de remise des diplômes de Kate et le présenter comme dessert d'anniversaire, son nom encore à peine visible sous le nouveau glaçage. J'ai ri parce que c'était mon rôle, mais des moments comme celui-là s'empilent, n'est-ce pas? Des cérémonies manquées, des retouches, un effacement discret de mes besoins et de mes réalisations au profit des siens. À l'époque où nous étions adultes, le modèle était gravé dans la pierre. Kate s'est mariée, a eu des jumeaux et la gravité autour d'elle n'a fait que se renforcer. Je suis devenue la babysitter gratuite, la personne à contacter en cas d'urgence, la sécurité lorsque les plans échouaient, mes week-ends, mes vacances, mes moments de calme, tous absorbés par les besoins d'une famille qui semblait croire que mon temps était moins précieux parce que je n'avais pas d'enfant à moi. Mais voici le problème, les gens comme moi, ceux qui disent oui, qui portent le poids, qui ne se plaignent jamais, nous craquons parfois. Nous atteignons un point de rupture, et lorsque nous nous choisissons enfin nous-mêmes, les conséquences sont bien plus importantes que prévu. Mon point de rupture est venu déguisé en quelque chose d'ordinaire. Des vacances, un simple voyage à la plage, mon premier depuis des années. Mais ce voyage s'est transformé en ma rébellion silencieuse, la première fois que j'ai choisi la liberté plutôt que les attentes familiales. Ce n'était pas seulement une escapade, c'était ma voie de fuite. Et ça a tout changé. Que se passe-t-il lorsque la personne fiable dit non? Vous perdez plus qu'une aide, vous perdez la personne qui tenait tout ensemble. Et parfois, celui qui s'en va trouve quelque chose auquel il ne s'attendait pas, lui-même. C'est mon histoire. Le favoritisme familial n'est pas toujours facile à percevoir de l'extérieur, mais de l'intérieur, il colore tous les aspects de la vie. Mon histoire a commencé en 1995, l'année de mes 10 ans et l'année où mon gâteau d'anniversaire était une relique reconvertie de la remise des diplômes de ma sœur Kate. Ce jour-là a semé en moi une graine de compréhension, la prise de conscience que ma place dans la hiérarchie familiale était secondaire. Les années qui ont suivi se sont construites sur cette base. En 2003, alors que je terminais mes études secondaires, mes réalisations se murmuraient dans l'ombre des victoires de Kate. Pendant que j'exhibais fièrement un certificat d'un concours d'art régional, mes parents aidaient Kate à se préparer aux entretiens d'entrée à l'université. Leur attention était concentrée sur son avenir, tandis que le mien était quelque chose que je traversais en grande partie seule. Les experts suggèrent que le favoritisme au sein des familles peut causer des dommages à long terme à l'enfant négligé. Une étude de 2013 du Journal of Marriage and Family a révélé que les enfants qui se perçoivent comme moins favorisés par leurs parents souffrent souvent de dépression et d'une faible estime de soi jusqu'à l'âge adulte. Je ne connaissais pas ces statistiques à l'époque, mais je ressentais leur vérité chaque jour. Lorsque Kate est partie à l'université en 2004, notre famille a consacré des ressources à sa réussite. Elle a reçu une nouvelle voiture, les meilleurs articles essentiels pour le dortoir et un soutien scolaire. Pendant ce temps, j'ai pris le bus pour me rendre à mon travail à temps partiel, économisant chaque centime pour payer mes frais de scolarité dans une université publique. En 2008, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'étais en train d'équilibrer mes prêts étudiants et ma fatigue professionnelle, tandis que Kate s'épanouissait dans la carrière de ses rêves avec l'aide du réseau de nos parents. Les disparités se sont creusées avec l'âge. En 2015, lorsque Kate a eu des jumeaux, nos parents ont puisé dans leur épargne retraite pour l'aider, elle et son mari, à acheter une maison. La même année, lorsque j'ai demandé une aide financière temporaire après qu'une facture médicale m'ait laissé à court, on m'a répondu « Nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment ». Ces choix n'ont pas été faits avec cruauté, mais leur impact était clair. Mes besoins étaient négociables. Celle de Kate était prioritaire.
Chaque fête, chaque célébration tournait autour de sa famille grandissante. Mes contributions étaient attendues mais rarement reconnues. Les psychologues décrivent cette dynamique comme le syndrome de l'enfant de statut inférieur. La DRE Suzanne Newman, psychologue sociale, souligne que les enfants assignés à ce rôle l'intériorisent, souvent transmettant ainsi un sentiment d'inadéquation dans leur vie d'adulte. En 2022, j'étais non seulement la babysitter d'urgence de ma sœur, mais aussi la personne qui reportait les vacances, refusait les promotions et laissait ma propre vie se réduire pour s'adapter à la sienne. Le point de rupture est survenu l'été dernier. Le voyage à la plage était censé être la récompense de mes années de fidélité. Mais, comme sur des roulettes, ma famille y a vu une nouvelle opportunité pour moi de servir. Quand ma mère disait « les jumelles adoreraient la plage », le message était clair. Mon repos, mon indépendance, mes rêves étaient encore secondaires. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me réapproprier mon histoire, sortir du rôle de soutien et entrer dans ma propre vie. Et en faisant ce choix, j'ai réalisé autre chose. Quand on a passé des décennies à être fiable, se choisir n'est pas égoïste, c'est la survie. La manipulation émotionnelle est une force subtile, souvent déguisée en amour ou en inquiétude. Cela n'arrive pas toujours sous forme de mots durs ou de cris. Parfois, cela prend le visage doux des obligations familiales. Dans mon cas, c'était l'insistance discrète pour que je donne la priorité à tout le monde. Lorsqu'on m'a demandé de surveiller les jumeaux juste pendant quelques heures, cela semblait innocent. Lorsque ces quelques heures se transformaient en week-end entier, c'était comme un devoir. Et lorsque j'ai exprimé mon épuisement, le doux rappel de ma mère, c'est ce que fait la famille, à déguiser l'obligation en affection. La lutte pour établir des limites personnelles est l'une des batailles les plus difficiles auxquelles une personne puisse faire face. Fixer des limites ne consiste pas simplement à dire non. Il s'agit de définir qui vous êtes et ce que vous appréciez. Pour moi, les frontières sont devenues la barrière invisible protégeant mon temps, mon énergie et mon identité. L'absence de limites avait permis à ma vie d'être absorbée par les autres. J'ai dit oui à chaque faveur, tâche et plaidoyer, croyant que c'était ce qu'on attendait de moi. Ma disponibilité est devenue leur commodité. Chaque appel téléphonique sans réponse apportait de la culpabilité. Chaque refus suscitait l'anxiété. Les experts en développement personnel, comme le Dr Henry Cloud, soulignent que les limites sont le fondement de relations saines. Ils clarifient les attentes, préviennent le ressentiment et favorisent le respect. Sans eux, les individus se sentent souvent exploités et épuisés émotionnellement. Apprendre à défendre mon espace n'a pas été immédiat. La première fois que j'ai refusé une demande familiale, mes mains ont tremblé. Mon cœur s'emballa. Mais en persistant, j'ai réalisé que fixer des limites ne diminuait pas mon amour, mais le préservait. Protéger mon bien-être m'a permis de donner sincèrement quand je le voulais, plutôt que par obligation. Des limites claires ont transformé ma vie. J'ai pris le contrôle de mon emploi du temps, ma carrière a prospéré et j'ai redécouvert la joie de passe-temps oubliée depuis longtemps. Les frontières sont devenues ma libération. La clé qui a ouvert la voie à un avenir construit sur le choix plutôt que sur le devoir. Se choisir n'est pas un abandon. C'est un acte d'autopréservation. Lorsque nous honorons nos propres besoins, nous apprenons aux autres comment nous valoriser. Parfois, aimer ceux qui nous entourent signifie prendre du recul et leur permettre de grandir sans que nous gardions tout ensemble. Le véritable amour ne prospère pas uniquement dans le sacrifice, mais dans l'équilibre. Et la liberté, la vraie liberté, commence lorsque nous nous donnons la permission de compter. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur votre propre parcours, prenez un moment pour aimer, vous abonner et rejoindre la conversation ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres pendant que nous apprenons à nous donner la priorité.